Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 81e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances. Ici, et tu le sais maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu particulier que j'ai longuement hésité à scripter parce que je ne voulais pas qu'il soit teinté de ma colère. Je préfère te le dire tout de suite, c'est un épisode chargé émotionnellement, dense et où je ne mâche pas mes mots. En réalité, si tu me connais dans la vraie vie, c'est un épisode qui vraiment est du 100% Malika quand ça ne va pas. Parce que au moment où je suis en train de rédiger cet épisode, de le scripter, nous venons d'apprendre qu'il existe une Académie du viol, un site dégueulasse qui cumule plus de 62 millions de visites mensuelles, sur lequel des hommes s'échangent des trucs et astuces pour soumettre chimiquement et agresser sexuellement des femmes. Alors, si tu es très à cheval sur les chiffres et que tu es en train de te dire, ouais, mais en fait, c'est plus ou moins, je me suis arrêtée à 62 millions, j'ai eu la gerbe, j'ai envie de pleurer, j'ai envie d'anéantir une partie de l'humanité, celle qui a un pénis et qui prône la violence faite aux femmes. Donc, on va pas s'attarder sur ce genre de chiffres parce que entre l'affaire Mazan, l'affaire Hamstein, cette horreur et la condition des femmes à travers le monde, il est temps de s'interroger sur la volonté des hommes avec lesquels nous vivons. Il est vraiment temps de se poser des bonnes questions. Tu le sais, tout a un prix, pas seulement financier, mais l'argent a un impact réel sur la vie des femmes. Si tu as envie de comprendre pourquoi ton mari te coûte cher, ton conjoint te coûte cher et comment donner une meilleure direction à ta vie, reste avec moi, installe-toi confortablement. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait et partage cet épisode et ce podcast à au moins une femme que tu connais. Je suis certaine que te remerciera. Et moi aussi, c'est vraiment très, très important. Ce 81e épisode du podcast Fini les dettes se compose de 5 parties. Partie 1, à quoi sert le mariage dans nos sociétés modernes? Partie 2, combien te coûte réellement ton mari? Partie 3, quelle est la réelle intention des hommes à l'encontre des femmes? Partie 4, comment décentrer les hommes de nos vies tout en restant mariés ou en couple. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, c'est un sujet qui est très très délicat pour moi, qui est très délicat pour l'ensemble de l'humanité. Donc, je vais parler plus lentement que d'habitude. Pas pour peser mes mots puisque tout est scripté, mais pour que mon intention sincère soit bien accueillie. Voilà. C'est parti, on découvre ensemble cet épisode. Partie 1, à quoi sert le mariage dans nos sociétés dites modernes? On nous a toujours présenté le mariage comme le but ultime dans la vie d'une femme, une forme de statut presque magique sans lequel elle serait incomplète et pas tout à fait femme. Et ce, que l'on soit pour ou contre le mariage, que l'on ait envie ou pas de se marier. On nous a aussi fait croire qu'une femme mariée est protégée par son époux et qu'elle a moins de risques de se faire agresser. Alors, socialement, c'est documenté, il est prouvé que de manière générale, les hommes se comportent mieux avec une femme mariée, une femme en couple, qu'avec une célibataire, ou une femme qui marche seule ou avec d'autres femmes en dehors de chez elle. Lorsque une femme, et je pense qu'on a toutes fait cette expérience au moins une fois dans notre vie, lorsqu'une femme est accompagnée d'un homme, c'est-à-dire qu'il y a un homme qu'elle connaît et qui la connaît auprès d'elle, hein, qui est avec elle, les prédateurs s'éloignent physiquement. Ils ne lui adressent pas la parole, ils n'essaient pas d'entrer en contact avec elle, ils la laissent tranquille. Ce n'est absolument pas le cas lorsqu'on vit, lorsqu'on fait les choses du quotidien seul, sans être humain de sexe masculin à nos côtés. Rien que de le dire, ça me paraît aberrant et ça me fait mal au ventre. Je te donne un exemple probant pour étayer mon propos. Il s'agit d'une anecdote personnelle qui va peut-être te renvoyer tristement à à certaines de tes anecdotes personnelles. Voici l'anecdote en question. Je rentrais de voyage en bateau avec mes enfants et leur père, et j'ai dû à plusieurs reprises esquiver des interactions d'hommes parce que j'avais pas envie, donc des interactions non désirées. Il y a même eu un type qui était déterminé, genre plus déterminé que les autres, et qui m'attendait devant l'ascenseur au moment de descendre au garage pour récupérer nos véhicules. Donc, j'ai ralenti pour qu'il y ait plus de monde devant lui pour l'empêcher de bouger en fait. Comme ça, il était bloqué par les êtres humains et au dernier moment, j'ai emprunté les escaliers en disant à mes enfants de me suivre. Ça signifie que concrètement, en fait, j'ai épousé un homme qui n'est tellement pas protecteur que les autres se disent ah bah celle-là c'est comme si elle était célibataire, je vais y aller. Qu'il soit là ou pas,
c'était la même chose. Spoiler alert, je divorce de cet homme car il ne respecte pas mes droits d'épouse. Pour information, avant de journée au débat, je sais pas quoi, la laïque, pour information, les droits de l'épouse en islam sont similaires aux articles du Code civil évoqués et détaillés verbalement lors du mariage civil et comportent en bonus supplémentaire, on va dire, la protection financière totale. Puisque l'homme musulman pourvoit à tous les besoins du foyer, y compris ceux de son épouse. Personnellement, je crois que le mariage ne nous est pas présenté comme un choix individuel. Il nous est imposé plus ou moins consciemment, plus ou moins brutalement. Et dans sa structure, le mariage fait des épouses les esclaves de leur mari et de leur famille. Donc, à mon sens, dans nos sociétés modernes, le mariage n'est qu'une zone de servitude légale. Le mariage, tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on le vit tel que la majorité d'entre nous le vit, le mariage sert à asseoir la domination de l'homme sur la femme. C'est un espace-temps où toutes les violences semblent permises, tant que personne n'y met fin. Et le divorce est l'une des seules façons d'y mettre fin. Par exemple, dans l'affaire Mazan, Gisèle, la victime, a divorcé de son bourreau. Pour rappel, son mari la soumettait chimiquement et faisait payer des hommes pour qu'ils la violent. Et cette horreur a été possible pendant des années parce que personne n'a parlé, personne n'a dénoncé. Je vais te dire quelque chose qu'on m'a conseillé de ne pas dire, parce que ça pourrait être inconfortable pour toi qui m'écoute. Mais moi, je suis certaine que tu le sais déjà. La majorité des hommes se soutiennent entre eux. Ils savent ce qu'ils font, ils se soutiennent entre eux. Ils se soutiennent de deux manières. En s'entraidant pour commettre des crimes et délits, c'est le cas de ce site ignoble qu'on appelle l'Académie du viol, ou par le silence. Ils ne disent rien. Ils voient, ils entendent, ils savent, ils constatent, mais ils se taisent. C'est de la complicité. Et c'est interdit par la loi. Le silence, ce n'est pas de la maladresse. Quand on est un homme adulte, le silence, c'est une prise de position, c'est un choix. À part s'il est muet, le silence, c'est une prise de position. Et cette forme de soutien abject se trouve à tous les niveaux, dans tous les pans de vie, dans tous les pans de la vie. Le mariage tel qu'on le connaît aujourd'hui fait partie d'un système d'aliénation, de domination et de violence à l'encontre des femmes. Et quand tu divorces, tu quittes ce système. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'une femme demande le divorce, ce que nous faisons majoritairement, les hommes continuant d'attendre la suite des événements, tout le monde crie au scandale, à la trahison, avec des phrases pourries comme t'es égoïste, tu penses pas à vos enfants, tu vas les séparer de leur père, franchement, le pauvre, etc. D'ailleurs, même les époux s'y mettent. Il y en a qui disent tu veux me séparer de mes enfants. D'ailleurs, le mien m'a dit tu veux me séparer de mes enfants parce que je ne lui ai pas payé son billet pour aller en Algérie. Voilà, petite anecdote au passage. On a affaire à des hommes qui se comportent mal et qui vont utiliser des phrases toutes faites, qui semblent féministes ou égalitaires, mais qui ne sont dites que pour leur bien à eux. On va passer maintenant à la deuxième partie de ce 81e épisode. Partie 2, ton mari te coûte trop cher. Avant d'entamer cette seconde partie, je tiens à être claire. Je ne fais pas l'apologie du divorce. Je vais être très honnête avec toi comme d'habitude. Selon moi, le mariage est l'un des plus beaux et plus grands actes d'adoration qui soit. C'est un acte d'adoration. En tant que musulmane, je vais t'expliquer pourquoi. On a chacune et chacun en nous le souffle d'Allah. D'accord? Donc, quand on est marié, on vit avec une personne qui a en lui le souffle d'Allah et le fait de prier ensemble, par exemple, ça nous rappelle la présence d'Allah au sein même du foyer. Donc, pour moi, le mariage est l'un des plus beaux et des plus grands actes d'adoration qui soit. Mais, force est de constater que ce que vivent les femmes dans le mariage est très, 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 très loin du but originel du mariage. Et c'est en cela que ton mari te coûte cher. Quand tu épouses un homme qui ne te protège pas, qui ne pourvoit pas à tes besoins ni à ceux du foyer, qui n'est pas un qawam, un protecteur, un pourvoyeur, voici ce qui se passe pour toi. Premièrement, concernant tes choix de carrière, tu choisis des métiers en fonction de leurs horaires. Donc, si tu veux être épanoui professionnellement, c'est comme si on t'amputait d'une jambe et de son bras opposé, parce que tu veilles à ne pas rentrer tard. Et la différence financière entre le poste et la carrière de tes rêves, entre le poste, la carrière de tes rêves et le travail que tu fais aujourd'hui, elle peut être de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. C'est ce que j'ai fait moi-même pendant des années. J'ai occupé des emplois en deçà de mes capacités réelles et qui étaient très mal payés. D'abord parce que j'avais pas confiance en moi. Le lavage de cerveau avait très bien fonctionné sur le mien. J'étais persuadée qu'un patron ne voudrait embaucher une femme handicapée, donc je prenais le premier boulot, on me disait oui, tu vois. Ensuite,
C'est toujours le cas d'ailleurs. Je voulais être présente pour pour mon époux, mais pour mon époux et mes enfants. J'ai dû arrêter le salariat, donc arrêter de gagner de l'argent pour lancer mes activités et gagner mon propre argent tout en ayant une vie de famille épanouie. Sauf que ça, le fait d'arrêter le salariat pour gagner son propre argent tout en ayant une vie de famille épanouie, c'est un piège. Parce que la réalité est vraiment différente quand tu travailles de chez toi. Tout le monde, absolument tout le monde, 100% des gens que tu connais, que tu côtoies, même que tu croises, pensent que tu es mère au foyer et agit avec toi comme si tu étais une mère au foyer. Ils agissent en conséquence. Et ça ralentit l'expansion entrepreneuriale. Et ton époux, qui devrait normalement faire barrage, poser des limites quand toi tu ne peux pas ou que tu n'as plus la force, eh bien lui, il agit contre toi. Il râle parce que selon lui, tu bosses tout le temps. Comme tu es à la maison, donc tu bosses de la maison, et ben lui, il voit que tu bosses tout le temps. Comme un enfant, tu travailles tout le temps. Concernant les visites aux familles, aux amis, elles se font le week-end. Et tu te dois d'être présente parce que, bah, tu comprends, eux, ils bossent en semaine. Eux, ils travaillent, eux, et que tu dois faire un effort. La majorité du temps, bah, tu es assigné à la maison et aux enfants, donc tu t'en occupes. Et les fois où tu as vraiment, vraiment l'espace-temps pour travailler, le fameux moment parfait, perfect time in English, bah, tu es juste épuisé d'avoir couru après ce moment. Résultat, tu travailles moins bien, tu es moins efficace et tu t'en veux toujours, toujours, toujours beaucoup. Donc, ton choix de carrière n'est pas un vrai choix. La majorité des femmes font des choix par défaut. Je le dis, je le répète, nous faisons des choix par défaut. Deuxième chose, on a un rythme de vie de plusieurs humains. Je vous assure, j'ai envie de pleurer en le disant. On a un rythme de vie de plusieurs humains. C'est pas normal que nos maris ne le comprennent pas, que même nos entourages ne le comprennent pas, même nos propres mères ne le comprennent pas. C'est un délire que personne ne le voit. Sincèrement, et je sais que je suis pas la seule dans ce cas, je pense qu'ils le font exprès. Vraiment, j'ai bien observé les situations, je pense que les gens voient, le savent et ils font exprès. Parce que quand une femme dit je refuse de vivre la même vie que ma mère, et que son époux la contraint d'une manière ou d'une autre à vivre cette vie qu'elle refuse, il lui répond explicitement, ce n'est pas toi qui décides. Et quand son entourage ou ton entourage fait en sorte que tu aies la même vie que vos mères, c'est pas normal. C'est une injonction au désordre intellectuel, émotionnel. C'est une injonction à subir comme nos mères ont subi. Je ne sais pas ce qu'il en est de ta mère, mais la mère, elle est la même, pardon, ma mère, c'est son bégaye, est femme de ménage. La mère de mon futur ex-époux aussi. Elle était femme de ménage. Donc, c'était deux femmes qui avaient cette chose similaire, être éclatées de fatigue sur le canapé. Elles n'avaient pas une vie géniale. Elles sortaient pas, elles s'instruisaient pas. Le peu de copines qu'elles avaient, bah, c'était un peu dans le même la même convention intellectuelle qu'elle, j'ai envie de dire. Elle voyageait pas, tu vois, elle vivait avec leurs petits sous, tu vois. Mais qui a envie d'une vie comme ça après avoir été instruite pendant des années? Genre, tu as des diplômes, tu vis une vie comme ça? On n'aspire pas à une vie de fatigue et de labeur, en fait. On aspire à un confort de vie normal. Ici, c'est fini les dettes. En fait, avec des hommes comme ça à nos côtés, on est un peu comme la déesse Shiva. Un corps, une tête, deux jambes, mais plusieurs bras. L'épuisement physique et mental qui en découle a un impact sur tes finances. Tu vas dépenser plus d'argent dans de la nourriture doudou, dans des plaisirs immédiats, dans tout ce qui te fera fuir, même un très bref instant, cette frustration quotidienne avec laquelle tu vis. D'ailleurs, il y a des femmes qui avaient arrêté de fumer et qui, une fois devenues épouses et mères, se remettent à fumer. À 10 euros le paquet, on dépasse facilement les 1000 € par an. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Il y a des femmes qui sombrent dans la dépression, qui sombrent dans l'alcoolisme et qui sombrent dans la drogue. Il faut en parler. Il y en a qui organisent leur suicide parce que c'est trop pour elles. On doit faire attention à nous comme si on n'était pas mariés. C'est un délire. C'est en ça que nos maris nous coûtent trop cher. On vit comme si on n'était pas mariés, en fait. Mais on a un mari, une belle famille, qui, eux, appuient sur notre tête, qu'ils veulent maintenir sous l'eau. Troisièmement, concernant la maternité. Même si tu rêvais de devenir mère, ça tourne au fiasco, au cauchemar la plupart du temps, parce que très vite, tu vois que soit ton époux ne s'implique pas du tout dans sa paternité, et c'est comme si tu étais mère célibataire, soit il l'aide, entre guillemets, et tu comprends vite qu'il n'est là que pour les bons moments, ou se créer des souvenirs, ou jouer au sauveur. Résultat, il se comporte comme un gosse de 10-12 ans, et ta santé mentale en prend un coup. Et je te parle même pas du postpartum que tu traverses seul avec la pression, consciente ou non, qui fait que tu veux vite retrouver ton corps d'avant, quitte à t'épuiser ou te blesser, alors que tu devrais tout simplement vivre ta maternité comme tu l'entends. Financièrement, tu dépenses soit pour te récompenser de ton courage,
soit pour faire plaisir à tes enfants parce que tu leur as crié dessus ou que tu les as punis ou qui ne sont pas responsables, et qui ne sont pas responsables de ta colère et de ta frustration. Quatrièmement, boire, fumer, manger ses émotions, cumuler des vêtements et accessoires de mode, se ruiner au café entre copines, on attribue facilement ce genre de dépenses aux femmes. D'ailleurs, on dit que les femmes sont plus dépensières que les hommes. C'est faux. C'est faux. Premièrement, les femmes, en réalité, les femmes manquent de structure financière parce que c'est le chaos dans leur vie. Quand c'est le chaos dans ta vie, honnêtement, la dernière chose à laquelle tu penses, la dernière chose que tu veux, c'est t'asseoir devant un tableau pour faire tes comptes. Une femme, c'est une enfant devenue adulte. Donc, elle continue de vivre sa première et sa seule vie terrestre. Mais elle subit une multitude de contraintes qui l'empêchent d'évoluer, qui l'empêchent de grandir, de comprendre, d'apprendre, de comprendre le monde, de l'apprendre à sa manière, d'en expérimenter chaque instant, sans aucune raison valable, si ce n'est être femme. Et ça, c'est pas une raison valable à la souffrance. Mais elle est persuadée que si elle ne fait pas toutes les choses du quotidien, personne ne va le faire et le monde va s'effondrer. Sincèrement, je vais être franche avec toi. Je fais pas le ménage. J'aime pas faire le ménage, je fais pas le ménage. J'aimais pas faire du shopping avec mes enfants quand ils étaient petits. Je le faisais pas et je le fais toujours pas. Je privilégie ma santé et tant pis si les autres râlent. Et ça, je te le dis parce que tu dois savoir que ça existe des femmes qui font pas tout ce qu'on leur demande ou tout ce qu'on les oblige à faire. C'est le père de mes enfants qui les emmène acheter des vêtements et des chaussures. Moi, ça me convient, c'est lui qui paye en plus. Et puis, c'est lui qui connaît la pointure, c'est lui qui connaît leur taille. Il s'occupe de ça et des rendez-vous médicaux parce que je suis atteinte d'une maladie rare qui m'a fait aller dans les hôpitaux toute mon enfance. Du coup, j'ai aucune envie d'y retourner. Je sais que c'est mal vu. À chaque fois que mes fils disent c'est papa qui nous a acheté, on a été au magasin avec lui, tout le monde me regarde de travers en mode mais t'es une mauvaise mère en fait. Oui, oui, allez, oui. Mauvaise mère qui refuse de subir les violences financières. Comme ça, allez au bout de votre phrase. Tu es une mauvaise mère qui refuse d'aller au bout, qui refuse de subir les violences financières. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Quand c'est toi qui emmènes les petits faire des courses, eh bien, c'est toi qui payes. C'est ton argent à toi qui sort. Et on n'y prête pas attention. Sauf au moment de passer à la caisse. Avec la rancœur. Petit 5, toutes ces dépenses-là, toutes les choix, toutes tes dépenses-là, tes choix de carrière, tout ce que tu fais, même quand ça ne te convient pas, ça impacte sur tous les autres choix de ta vie. Tu dois sans cesse changer de plan, changer d'envie, changer d'objectif. Parce que tu as zéro soutien, parce que personne ne t'écoute vraiment. Ton mari, en fait, tu as un mari qui mène une vie confortable grâce à toi, parce qu'une grosse partie de tes revenus sert à l'entretien du foyer. Personnellement, c'est exactement ce que j'ai vécu les 3 premières années de mon mariage. Je payais 100% des charges, loyer, alimentation, activités extrascolaires, couches, lait, soins du bébé. Je couvrais les besoins de tout le monde, y compris les miens, alors que je suis en situation de handicap. J'ai même financé le déménagement quand la famille s'est agrandie et le déménagement suivant quand la drogue s'est installée sous nos fenêtres. Moi, je pensais naïvement qu'il fallait que je laisse le temps à mon époux de trouver ses marques, de prendre ses responsabilités. En réalité, il vivait aux frais de la princesse, comme on dit, sans aucun scrupule. Et j'ai réalisé que c'est une norme dans cette famille. Les femmes pourvoient, les femmes s'épuisent, les femmes subissent, les femmes se débrouillent seules pour que les hommes puissent être libres et heureux, comme s'ils n'avaient aucune responsabilité, comme s'ils n'étaient pas mariés tout simplement et qu'ils avaient accès à une source supplémentaire de revenus. Septième chose que tu fais, c'est que tu t'interdis de sortir seul par peur. Tu te dis que lorsque tu sors avec ton mari, il agit comme si vous n'étiez pas ensemble. Tu dois te débrouiller seul, y compris face aux hommes agressifs, insistants. Alors tu n'oses même pas imaginer ce qui pourrait t'arriver si tu sors seul. Et qu'est-ce qu'on fait quand on sort pas? Eh bien, on fait soirée Netflix and chill. On scrolle pendant des heures, on rumine, on remplit des paniers qu'on valide parce que, bah, vas-y, one life, hein. Mais que la nôtre, en fait, on n'a qu'une vie, mais la nôtre, elle est pourrie, en fait. Tu vois où je veux en venir? Quand on a un époux qui se comporte comme un enfant gâteux, capricieux et exigeant, entre guillemets, casse-pied, hein, pour rester poli, on entre dans une forme, et ça j'en ai déjà parlé, on entre dans une forme de c'est du mal à le dire, on entre dans une forme de pédocriminalité intellectuelle. J'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, il me semble que c'était l'épisode numéro 18 de ce podcast, Investir quand on est mère de famille. Cette relation qui passe d'une relation de couple, donc d'adulte consentant, à une relation semblable à celle d'une mère et de son fils, c'est abject. Et en tant que femme, on ne peut pas être à l'aise avec ça. Donc on se retire du couple. On ressent de la colère et un profond dégoût sans toujours être en mesure de comprendre pourquoi. Et en face de nous, on a cet adulte qui continue encore et encore de se comporter comme un enfant irresponsable, qui nous reproche absolument tout
et n'importe quoi. Et nous, comme on a subi un bon lavage de cerveau, on se dit qu'il faut qu'on fasse des efforts, qu'on prenne plus et mieux soin de nous. On achète des soins, des nouveaux vêtements, des beaux sous-vêtements, des belles paroles de lit. On essaie de rendre notre logement cosy, confortable, accueillant. Bref, on met le paquet. On dépense des dizaines, des centaines, des milliers d'euros pour un homme qui n'en a rien à péter. Il n'en a rien à faire. La réalité, c'est que lorsqu'un homme adulte se comporte comme ça, il a pris les pleins pouvoirs sur toi. Ton corps, ton temps, ton énergie, ton argent, il a tout pris. Toi, tu as fait tapis, il a tout pris. Moi, je suis convaincue que ces hommes-là, ces époux-là, voulaient juste savoir s'ils sont stériles ou pas. Sincèrement. Et au lieu d'aller faire un test, ils ont contracté le mariage en se disant c'est tout bénef pour moi, mais je dis quand même qu'elle me passe la corde au trou. Parce que oui, ils ont l'audace de dire cette phrase abjecte, je me marie corde au cou. Comme ça, ils restent solidaires des hommes abjects. Ils ne changent rien à ce système dégueulasse et il peut te pousser à bout, te maltraiter de toutes les manières possibles et imaginables en te convainquant que c'est toi le problème. Parce que c'est bien connu que les femmes sont instables et jamais contentes, évidemment. Mais soyons clairs. Si ton mari te coûte aussi cher que ça, il faut le quitter. Parce que tu es en train de perdre des années de vie. Et là, je te parle pas comme nos mères qui disaient ah, j'ai laissé ma jeunesse et nous faisaient culpabiliser avec ça. Non, non, moi je te parle de santé, de vraie santé. En restant avec des hommes enfants, des hommes ignobles, des hommes dégueulasses, des hommes abjects, des hommes violents, les femmes meurent prématurément. Je t'invite à faire tes propres recherches, soit sous les coups de leur mari, soit de maladies incurables, soit de suicides forcés. Si tu veux connaître les chiffres des violences conjugales et leurs conséquences, je te laisse faire tes propres recherches. Moi, je peux pas, c'est trop pour moi. Je suis beaucoup trop sensible pour ce genre d'informations. Passons maintenant à la troisième partie de cet épisode. Partie 3. Quelle est la réelle intention des hommes à l'encontre des femmes? Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi, cette question tourne en rond dans ma tête depuis de très nombreuses années. Parce que les violences faites aux femmes ne datent pas d'hier. Elles ont lieu depuis toujours, partout sur la planète. Et malheureusement, il y a dans l'histoire de l'humanité très peu d'hommes qui se sont levés contre ça, qui ont systématiquement dénoncé les hommes de leur entourage et protégé les femmes. Mais il y en a quelques-uns. Il y a quelques hommes que je peux citer pour leur travail en espérant qu'on ne découvrira pas après coup qu'ils sont accusés de violences sexistes et sexuelles. Hein. Bon. On commence par, et je m'excuse de l'accent, par Denis Mukwege. Mukwege, ah, Mukwege. Denis Mukwege, pardon, je suis désolée par l'accent, médecin congolais qui a soigné des dizaines de milliers de femmes victimes de viols de guerre. Il a aussi dénoncé publiquement les violences malgré des tentatives d'assassinat. Il est prix Nobel de la paix. Son travail est littéralement centré sur réparer, protéger, exposer les violences sexuelles. On a aussi William Wilberforce. Je suis désolée, j'ai un accent mais pourri. Wilberforce, connu pour l'abolition de l'esclavage, mais aussi engagé contre la traite et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants au Royaume-Uni. Il a utilisé son pouvoir politique pour lutter contre des systèmes d'exploitation. On a aussi Frédéric Douglass, un ancien esclave devenu leader, défenseur actif des droits des femmes, présent à la convention de Seneca Falls Convention. Il a publiquement soutenu le droit de vote des femmes à une époque où c'était extrêmement impopulaire. Le mec n'avait pas du tout la cote. Jean-Marc Berlière, alors lui c'est quelqu'un de différent, c'est un historien de la police qui a documenté et exposé des violences, abus et défaillances institutionnelles. Il participe à rendre visibles les abus et responsabilités. Donc là, c'est documenté, il existe des hommes aux intentions nobles à l'encontre des femmes. Hein. Oui, paranoïa oblige, jusqu'à preuve du contraire, ils ont des intentions nobles à l'encontre des femmes, qui veulent les protéger et mettre fin aux différentes formes de violence dont nous sommes victimes. Personnellement, je n'ai jamais rencontré d'homme réellement protecteur. C'est quand j'ai décidé de divorcer que j'ai appris ce que c'était qu'un khawam. Genre après, tu vois, je me dis, ah, je prends la décision de divorcer, et là, je découvre un terme. Ce terme arabe, ce khawam, se traduit par protecteur, pourvoyeur. Mais je n'en ai jamais connu. Pour être très clair, mon père n'était pas un khawam. Mes frères ne le sont pas. Mes époux ne l'étaient pas. Les amis hommes que j'avais ne l'étaient pas non plus. Et je n'ai pas l'impression d'être la seule femme qui ne sait pas parce qu'elle n'en a jamais eu autour d'elle. Je n'ai aucun exemple concret d'homme dans ma vie courante ou même en termes de souvenirs
en dehors des hommes reconnus par leur travail que je t'ai cité, mais que je connais pas personnellement, je connais aucun qui a agi au-delà des paroles. Parce que c'est très facile de dire non aux violences faites aux femmes, oui à l'éducation des femmes, et violer c'est interdit, c'est mal, c'est pas bien. Mais concrètement, un homme qui aurait mis en place quelque chose de probant pour protéger, sans commettre la moindre exaction à l'encontre des femmes et des enfants, tout en dénonçant systématiquement et publiquement en tant qu'affaire les agresseurs et prédateurs, je n'en connais pas. Et je suis certaine qu'on est au bas mot des milliers dans ce cas. Par contre, l'histoire regorge de femmes résilientes et courageuses. Et c'est peut-être ça que veulent vraiment les hommes. Quand les femmes subissent, elles se relèvent. En fait, ce qu'ils voudraient, voilà, je refais ma phrase. C'est peut-être ça que veulent les hommes. Que les femmes subissent, qu'elles se relèvent, qu'elles continuent, qu'elles subissent encore, génération à génération. Je ne peux pas me permettre de parler pour la moitié de l'humanité, mais d'expérience, je sais que l'homme de base a une liste interminable de souhaits concernant sa femme. Et il semble persuadé qu'il y aura toujours une femme pour lui, qui sera disponible, aidante, aimable, aimante, qui lui fera toujours du bien, répondra à ses exigences de manière positive. Et ça me renvoie à l'idée que, ayant eu lu les mêmes contes de fées que nous, les hommes attendent, espèrent une princesse parfaite qui ne voudra rien d'autre qu'avoir des enfants. Parce qu'il faut garder en tête que les femmes sont des enfants qui ont grandi et les hommes sont aussi des enfants qui ont grandi. Donc on a eu accès à la même instruction finalement, au même conte. Sauf que là, devenus adultes, ils ne tiennent jamais compte du fait que ce ne sont que des histoires pour enfants. Donc, entre le moment où ils ont eu connaissance de ces contes de fées et l'âge adulte, ils auraient dû en tirer une éventuelle leçon, appelée la morale de l'histoire, et devenir adultes. Petit 2, ils oublient une chose importante. Dans ces contes de fées, les princes sont très riches et très courageux, ce qui est rarement leur cas. Troisièmement, entre la parution de ces contes de fées, leur lecture ou leur écoute, et le monde d'aujourd'hui, le monde dit moderne, le consentement a pris le dessus. Le consentement est la norme. Donc, ils doivent l'accepter, s'adapter, passer à autre chose. Par exemple, ils ne peuvent pas embrasser une femme endormie. Non, ils ne peuvent pas. Et ce n'est pas normal que 62 millions d'hommes visitent un site pour apprendre à soumettre chimiquement des femmes et les violer. Cette abjecte académie du viol a été dévoilée par CNN, des fois que tu dirais, ouais, mais moi, je n'ai jamais entendu parler. Et c'est pas non plus normal que nous, les femmes, nous en soyons encore à nous demander comment nous protéger, comment ne pas se faire agresser, que faire en cas d'agression, et pourquoi le système, la loi, la justice ne nous protègent pas. Le système, la loi, la justice ont mis en place l'impunité pour ce type d'homme, pardon. C'est ce qu'on appelle le patriarcat. C'est ce même système qui compte sur le courage et la résilience des femmes pour continuer de les violenter en toute impunité. Vraiment, je le répète, hein, cet épisode n'était pas. J'ai vraiment hésité à le faire parce que même si c'est un lien avec l'argent, ta façon de le gérer, ta façon d'organiser ta vie en fonction de tes finances, euh, c'est une conversation. euh, Quand j'étais enfant, j'étais persuadée qu'on n'aurait jamais cette conversation et on n'aurait jamais ce genre de propos, que ça serait fait que les violences faites aux femmes disparaîtraient avec le racisme. J'ai été bernée, d'où ma colère à mon avis. Passons maintenant à la quatrième partie de ce 81e épisode. Comment décentrer les hommes de nos vies. Alors, j'y arrive. Je crois que j'ai commencé à me poser cette question pendant le confinement, donc en 2020. Ça a été une période vraiment très, 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 très difficile de ma vie où je me suis dit, clairement, il faut que je divorce. Mais j'étais en pleine dépression postpartum, une dépression qui a duré 6 longues années et je ne vais pas te mentir, c'était horrible. J'avais l'impression de ne plus avoir de force vitale. C'est là que je me suis clairement dit, je ne peux pas compter sur lui, je dois le quitter. Mais quand il y a eu l'affaire Mazan, j'ai littéralement eu un autre point de vue sur mon couple, sur ce que j'attends du mariage et sur les hommes. Parce que, comme beaucoup de femmes, je suppose, je ne pouvais pas parler de cette affaire, des violences faites aux femmes, avec mon époux. Je ne pouvais pas en discuter avec lui. Il n'y avait pas de dialogue. Très sincèrement, c'était pire que faire un monologue ou avoir une conversation avec un mur. J'avais en face de moi un type qui avait l'air aussi hébété
que s'il regardait un reportage animalier sans l'avoir choisi. Ça ne l'intéresse pas. Mais il y a que ça à la télé et puis de toute façon, dans 20 minutes, on passe à table. Tu vois? Ce genre d'énergie-là, ce genre d'humain-là, j'ai pris conscience que la majorité des hommes ne se sentent pas concernés par les violences faites aux femmes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que, ils ne se font pas agresser ni violer et ils peuvent commettre les pires horreurs. Ils se soutiendront soit frontalement, en se cachant les uns les autres, en se donnant des conseils pour ne jamais se faire prendre, etc., soit en se taisant, d'une manière ou d'une autre. Parce que oui, les hommes savent ce qu'ils font. Ce sont des adultes dont on parle. Ils choisissent, ils savent ce qu'ils font. Je sais que quand je le dis, tout le monde se crispe. Il y a même des femmes qui viennent me dire, non mais tu sais Malika, hein, les hommes, c'est pas, ils sont pas tous pareils. Hein. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Nous sommes toutes et tous pareils. Tous les adultes, hommes et femmes, ont des responsabilités. Nous faisons toutes et tous des choix tout au long de nos journées, euh, jour après jour. Quand un homme voit une agression et qu'il ne s'arrête pas, il sait ce qu'il fait. Quand un homme voit une agression et qu'il n'intervient pas, il sait ce qu'il fait, il le fait consciemment, il choisit. Quand un homme pousse son épouse à bout, il la regarde pleurer, il sait ce qu'il fait. Ces hommes-là ne sont pas des super-héros qui protègent la planète. Ces hommes-là inventent des tas de choses, des tas d'excuses, des tonnes de mensonges pour commettre les pires exactions sur la planète. C'est de ça dont il s'agit. Et ils comptent sur nous, les femmes, pour continuer. Ils comptent sur notre silence. Ils comptent sur notre résilience, ils comptent sur notre peur, ils comptent sur notre courage, ils comptent sur nos inactions aussi. D'où l'importance de les décentrer de notre vie. En fait, tout ce qui fait qu'on est femme, ils vont s'appuyer dessus pour faire pire. Il faut arrêter de leur donner plus d'importance qu'ils n'en ont vraiment. Sans jamais se préoccuper des conséquences pour eux, pour leur vie, pour leur santé mentale, pour leur carrière, pour leur avenir, pour leurs besoins, etc. Sincèrement, on s'en fiche des conséquences. Il est temps d'agir comme des hommes. Il est temps que les femmes pensent d'abord et avant toute chose à leurs propres intérêts. Nous ne sommes pas les mères du monde entier. Là, on dépasse le cadre de la sororité, parce qu'en réalité, la sororité telle qu'on la conçoit, elle ne dépasse pas le cadre de la violence. Je vais être honnête avec vous. De ce que je constate là, du haut de mes 44 ans, la sororité, elle est perçue comme prendre soin les unes des autres, s'accompagner pendant les moments difficiles, être présente, dénoncer, etc. Mais à aucun moment, la sororité, c'est faire de l'argent ensemble, parce qu'on y revient à l'argent. Mais t'imagines le paquet de blé qu'on pourrait se faire grâce à une telle sororité si vraiment on vivait comme les hommes, sans les horreurs qu'ils commettent, évidemment, parce qu'on n'est pas des monstres. Mais t'imagines si on se serrait les coudes, si on se protégeait, le nombre de choses, de situations qu'on pourrait améliorer, changer, sans devoir être bénévole ni se tuer à la tâche. Je crois qu'il est important d'avoir une ligne de conduite qui consiste à se placer soi-même en tant qu'être humain, en tant qu'individu, donc plus seulement en tant que femme, hein, de se placer soi-même au centre de sa propre vie pour que les choses changent en profondeur pour nous, les femmes. Et pour ça, je vois deux choses importantes à mettre en place. Deux choses même primordiales. C'est des choses très simples, très courtes. Tu peux les noter dans ton carnet. Première chose à faire, ne plus mettre en lumière les masculinistes, les racistes et les autres tarés. Là. Ne plus jamais partager leur contenu ignoble, refuser de travailler avec eux, même de parler avec eux. C'est un stop, point final. Ensuite, deuxième chose à faire, dénoncer systématiquement. Systématiquement. Tu te fais agresser, porte plainte, dénonce-le à son entourage, contacte son employeur, fréquente les endroits qu'il fréquente et dis-le à absolument tout le monde. Puisqu'ils ne se sentent pas concernés par les violences qu'on nous fait subir, je suis certaine qu'ils ne verront aucun inconvénient à nous entendre en parler haut et fort à tout le monde, n'est-ce pas? Au bout d'un moment, il faut que chacun prenne que chacun assume les conséquences de ses actes et de ses inactions. Si tu as peur de te retrouver seul, que ta famille ou la sienne te tourne le dos, rassure-toi, tu te feras d'autres amis. Tu auras de meilleures copines, tu auras un meilleur entourage. Une famille qui soutient les violences faites aux femmes n'est pas une bonne famille. Je le répète, une famille qui soutient les violences faites aux femmes et inéluctablement aux enfants aussi, eh bien, c'est pas une bonne famille. Personne ne veut de ce genre de famille. Et je vais être claire, notre famille, la sanguine, là, celle où on est, on la choisit pas, mais la belle famille, on a un impact dessus. Hein. Si t'as pas une belle famille, tu peux ne plus avoir de contact avec elle. Et si ton mari te coûte cher en temps, en énergie, en argent, dis-le à tout le monde et quitte-le.
Parce que rester dans une situation qui te détruit, c'est accepter de nourrir ce système d'aliénation, de domination et de violence faite aux femmes. Évidemment, en tant qu'auditrice de ce podcast, tu sais ce que je vais te dire. Tu ne le quittes pas sur un coup de tête, ni parce que je viens de te le dire, hein. Non, non, non. Tu es une femme adulte et responsable qui met en place les actions nécessaires pour vivre une vie sereine, en paix et en sécurité. En gros, en clair, très simplement, tu t'organises. Tu t'organises avant de partir, sauf si tu es dans un cas de danger immédiat. Si tu as besoin de structurer tes finances, d'y voir plus clair pour ne pas te retrouver à la rue en danger, commence par acheter et lire mon livre Fini les dettes. Tu auras une meilleure gestion financière, tu seras aux commandes de ta vie et de ton argent. Et rien que ça, sincèrement, ça change la donne. Si tu quittes ton mari, tu seras beaucoup plus sereine avec des finances en ordre qu'en fuyant dans le chaos. Et pour rappel, si tu es victime de violence, tu peux appeler le 3919. C'est un numéro gratuit où des personnes formées peuvent t'accompagner. Tu peux aussi contacter la CAF pour une aide d'urgence, mais il me semble que le délai est un peu long. Et ça peut être un peu long, entre 1 et 3 jours en Gironde, par exemple, ou encore le CCAS, le Centre communautaire d'action sociale de ta ville. De manière générale, ne reste pas seul, et je le répète, parle-en. Dis ce qui se passe, c'est important pour toi, pour ta sécurité, pour ta vie. Passons maintenant à la partie 5 de ce 81e épisode du podcast Fini les dettes. Bilan de l'épisode et défi de la semaine. Ce 81e épisode n'a pas été facile pour moi, et peut-être pour toi aussi, mais je crois sincèrement qu'il était nécessaire. Je crois qu'il est important que quand on a une voix, aussi petite soit-elle, on doit la faire ensemble. Je ne cesserai jamais d'apprendre l'argent aux femmes parce que l'autonomie financière est l'une des clés de l'émancipation nécessaire à une vie digne et sécurisée. Et je ne cesserai jamais de parler pour toutes les femmes qu'on n'entend pas et qu'on n'entend plus. Pas en tant que gourou, je ne sais quoi, mais vraiment, ma voix est forte, j'en profite, je parle haut et fort pour celles qu'on n'entend pas et qu'on n'entend plus. Pour le défi de la semaine, je n'ai rien de spécial à te proposer, j'ai plus de voix en plus, mais j'aimerais que tu réfléchisses à ta relation de couple, à comment tu veux qu'elle évolue et à où tu te situes actuellement concernant la vie dont tu rêvais étant petite. Est-ce que ton mari est présent à tes côtés quand tu traverses des épreuves? Est-ce que ton mari soutient les femmes? Est-ce qu'il s'oppose ouvertement aux violences faites aux femmes? Ou bien est-ce que lui aussi, il joue au roi du silence? Et plus important encore, est-ce que ça te convient? Tu sais, Fini les dettes, ça ne concerne pas que l'argent. D'ailleurs, dernièrement, j'ai accompagné une femme dans l'accompagnement Fini les dettes qui avait des problèmes de couple. Et on s'est rendu compte que dans son cas, c'était de la communication, c'était aussi une question de langage de l'amour. C'était pas juste l'argent, il y avait autre chose. Mais elle tient à son couple. Donc, ensemble, ils vont faire perdurer leur mariage ensemble. Tu vois, c'est en ça que Fini les dettes, ça ne concerne pas que l'argent. Fini les dettes, c'est pas juste un podcast, un livre, un accompagnement. Fini les dettes, c'est un mouvement de femmes qui veulent vivre au mieux, en sécurité, qui veulent construire librement, qui ne veulent plus passer leur vie à devoir être courageuses et résilientes. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. Fini les dettes, c'est un mouvement de femmes qui refusent de porter des fardeaux qui ne leur appartiennent pas et qui refusent de taire les exactions commises par les hommes, commises par les tarés de ce monde. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir avec une myriade d'étoiles ou tout autre système de notation selon ta plateforme d'écoute. Pense à partager ce podcast Fini les dettes à au moins une femme que tu connais. Je suis certaine qu'elle te remerciera. Et moi aussi, tu le sais, je te l'ai déjà dit, c'est très très important qu'un maximum de femmes connaissent le mouvement Fini les dettes. Il est vraiment temps d'aller au-delà des débats, au-delà d'éveiller les consciences. Il est vraiment temps de passer à l'action, de prendre les choses en main pour que chaque femme puisse être en sécurité et vivre une vie digne. Maintenant, si toi, maintenant, tu as besoin ou envie de structurer tes finances, de reprendre le contrôle de ton argent, mon livre Fini les dettes est là pour ça. Il est disponible via le lien tout simple de la barre d'infos. Si tu as envie qu'on travaille ensemble pendant 3 mois pour structurer tes finances et atteindre ton premier objectif, envoie-moi un message en dessous de cet épisode ou via Instagram. On s'en parle, on se parlera de l'accompagnement de finir les dettes, l'accompagnement de 3 mois. On se retrouve la semaine prochaine, ici même à 14h. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!